TVA.ca. On parlait un peu de fiscalité ce midi avec Patrick Saint-Onge. C'est toujours intéressant, Patrick, de vous accueillir au moins une fois par mois puis discuter quelques petits trucs, là, parce que souvent de fois, malheureusement, on a tendance à attendre au mois de février pour planifier, puis habituellement, il est trop tard. Alors, si on planifie au fur et à mesure dans l'année, ça va toujours mieux. On va parler du plan de réorganisation de Google, parce que ça a créé des problèmes, ça, cette histoire-là, parce qu'ils ont divisé le titre, puis de 2 titres différents, puis... c'est un bel exemple de dossier où quelqu'un devrait maintenir un dossier là, avec un certain historique, parce que il y a une transaction en 2014 qui a eu des incidences fiscales, puis on en a une là, en 2015 qui va en avoir d'autres. Donc, si on regarde, grosso modo, la transaction qui s'est passée, là, c'est peut-être la semaine passée ou l'autre d'avant, c'est que Google a proposé là, de créer un super holding, là, donc de manière à, si on veut, fractionner ses différentes activités. Donc, d'un point de vue technique, là, lorsqu'on lit du moins les documents qui ont été publiés aux États-Unis, donc Google a créé 2 filiales. Donc, a créé la fameuse compagnie Alphabet là, qui est devenue le Super Holding. Et puis, en dessous d'Alphabet, ils ont créé une compagnie pour réaliser la transaction de fusion. Donc, dans la deuxième transaction, de manière à envoyer Alphabet, puis on va le voir sur la prochaine acétate, Google a fusionné avec ce qu'on appelle sa petite fille. Donc, transaction là, qu'on ne verrait probablement pas au Canada, là, donc, mais qui est permise aux États-Unis. Donc, une fois cette transaction-là réalisée, donc, les actionnaires de Google se sont retrouvés avec des actions d'Alphabet dans leurs mains. Donc, techniquement, au Canada, sur ce genre de transaction-là, on n'aurait pas à avoir toute une facture d'impôt à payer parce qu'en faisant ce genre de transaction-là, on se trouve à sortir des actifs de la structure. Donc, ça aurait pas amené des incidences fiscales qui sont hautes. Sauf qu'au point de vue fiscal américain, ça passe le test. Et lorsqu'on lit la loi, donc sur les fusions, donc il y a ce qu'on appelle un roulement là, pour les actionnaires canadiens. Donc, ça ne devrait pas être problématique. Imposable à ce moment-là. Ça ne devrait pas être imposable. Je dis que ça ne devrait pas être imposable parce que la façon que la loi est écrite, ça c'est l'article 87.8, c'est que quelqu'un pourrait dire, bien moi je décide de sortir du fameux roulement fiscal puis de m'imposer sur un gain en capital, ou parce que c'est une fusion, c'est une transaction qui est étrangère, on pourrait réaliser une perte en capital selon le coût là, des titres qui sont détenus et puis appliquer cette perte-là là, contre d'autres gains qui ont été réalisés là, par le passé. Chose qui est spéciale, c'est que les pertes en capital qui seraient réalisées, on peut peut-être passer à l'autre étape, les pertes en capital qui seraient réalisées, on connaît tous là, la fameuse règle que lorsqu'on dispose d'un titre, puis dans un laps de temps de 30 jours, si on la rachète, mais notre perte est refusée, tout simplement repoussée dans le futur. Mais l'Agence du revenu s'est prononcée là, en 2009 sur une transaction qui ressemblait à ça, puis s'est dit, bien, c'est une fusion étrangère, mais les pertes apparentes ne s'appliqueront pas, donc pour un individu. Donc, c'est quand même, ça pourrait être des bonnes nouvelles. Là où la chose, jusqu'à date, ça va relativement bien, on se dit qu'il n'y a pas d'impôt à verser, c'est lorsqu'on décide de ne pas faire le choix d'avoir une transaction imposable, mais la loi nous dit le coût fiscal des actions d'Alphabet que tu vas recevoir, mais tu vas devoir les calculer d'une certaine manière. Donc, si on va juste à l'étape suivante, pour faire un petit rappel, en 2014, les actionnaires de Google qui détenaient des actions de catégorie A ont eu le droit à un dividende en actions. Donc, pour chacune des actions A qu'ils ont reçues, ils ont reçu une action de catégorie C. Donc, d'un point de vue fiscal canadien, ce que ça a eu pour effet, c'est que Google, quand ils ont fait cette transaction-là, ils ont établi le capital versé à 1/10 de cent. Donc, aux fins fiscales canadiennes, ça faisait en sorte que pour chaque action qu'un recevait en titre de dividende, mais il y avait 1/10 de cent de dividende. Donc, d'un point de vue financier, quand ils ont versé ce dividende-là, on s'est retrouvé avec nos actions A, qui avaient un coût fiscal historique d'un certain montant. Mais quand on a versé nos actions, quand on a transféré nos actions de catégorie C, on a coupé en deux la valeur de nos actions A, puis on les a envoyées sur nos actions C, mais nos actions C n'ont pas de coût fiscal. Donc, j'ai fait un petit exemple juste pour qu'on puisse suivre à travers avec notre transaction de fusion. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui détenait des actions qui avaient un coût historique de 35 000 $. Donc, au moment de la transaction, nos actions A, mais on voit ici qu'ils conservent le coût fiscal de 35 000 parce qu'il n'y en a pas vendu. Mais la valeur de l'action a été divisée en deux. Donc, cette personne-là avait un gain important sur ces actions-là avant, mais là, se retrouve avec une perte qui est latente parce que l'action a tout simplement été divisée en deux. Nos actions C, mais elles ont une valeur qui est à peu près identique, mais un coût fiscal qui est très, très bas. Donc, on se retrouve sur nos C avec un gain très élevé, puis sur nos A avec
une perte latente. Donc, ce qui faisait ça donnait un résultat un peu bizarre. Donc, les gens, quand ils calculaient le gain sur leur transaction, mais devaient tenir compte de cet élément-là. Arrive notre fusion. La fusion, dans la mesure où quelqu'un ne fait pas le choix fiscal, ce que ça a pour effet, c'est que la loi dit, mais là, tu dois répartir le coût fiscal de tes actions en fonction de la valeur de... Parce que, juste faire un pas en arrière, Google, avec Alphabet, on dit qu'ils mettraient le même type de catégorie d'actions. Donc, il va encore avoir des A, des C avec les mêmes caractéristiques. Donc, immédiatement, notre individu détient des A et des C avant la fusion, il détient des A et des C de Alphabet immédiatement après. Sauf que l'article sur le partage du coût fiscal nous dit que mon 35 000 de l'acétate suivante doit être réparti en fonction de la valeur marchande des titres détenus après. Donc, on avait une perte latente avant sur nos titres, on avait un gain sur l'autre. Donc, on se retrouve, après la fusion, à avoir un coût historique qui est réparti en fonction de la valeur de nos actions. Donc, on aurait pu croire que sur la transaction de dividende en action, ça aurait été le résultat logique de diviser en deux tout simplement le coût fiscal. Mais là, ça a pris 2 transactions pour arriver avec un coût qui est à peu près égal à 50 % sur chacune des actions. Au moment où je vais le vendre, là, c'est laquelle que je prends? Là? C'est le dernier coût final ou... Mais là, ça va nous permettre de faire notre coût moyen. Le coût moyen historique? Le coût moyen. Donc là, on doit, dans mon exemple, prendre 17 000 divisé par 50 actions, puis c'est ce montant-là qu'on doit utiliser là, pour chacune des actions qui sont vendues. Bon. Alors là, il y a un projet de loi là, qui existe là-dessus. Là, d'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas. Là. Donc ça, c'est un autre sujet complètement séparé. Donc là, on a un projet de loi qui fait en sorte que pour les gens, rapidement, là, qui ont des structures qui ont mis en place, donc par le passé, donc quand une société par action reçoit un dividende, la règle était que ce dividende-là, tant aussi longtemps qu'il n'est pas versé à l'actionnaire, dans la mesure que la compagnie respecte certains tests financiers, mais le dividende n'était pas imposable. Donc, il y a eu de la planification agressive par le passé, puis les gens qui ont des structures, qui ont des, si on veut, des sociétés de portefeuille en cause, mais là, on doit se re-questionner parce que les dividendes intercompagnies ne pourraient ne plus être sans impôt lorsqu'ils sont versés. Donc, au lieu d'avoir un dividende à 0 % d'impôt, on se retrouverait avec un dividende à 23 % dans la société. Donc, autrement dit, là, si je veux bien comprendre l'aspect de la chose, là, j'ai une structure corporative, j'ai une entreprise qui fait de la gestion de, je sais pas, X, Y, Z, là, je vais donner un exemple, je sais pas, une gestion immobilière, mais là aussi, un portefeuille d'actions. Les dividendes qui sont versés par ces actions-là ne sont pas imposables à la société tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas de dividendes de versés à l'entrepreneur lui-même. Non. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que vous avez votre compagnie immobilière, où vous avez une compagnie opérante, puis par-dessus, une société de portefeuille. Où il y a une société de portefeuille sur le côté, là, donc comme une société sœur. Donc, la compagnie opérante, elle paye des impôts autour de 19 %, puis on pouvait faire de l'extraction de liquidité. Mettons qu'il y a des profits qui se sont accumulés, mais on ne laisse pas ça dans la compagnie opérante parce que ça peut être à risque. Puis il y a certains tests financiers qui ne pourraient pas être rencontrés dans la loi. Donc, on les sortait vers une société qui était sœur. Donc, le dividende qui était reçu, mais il n'était pas imposé parce qu'il était il restait dans le monde corporatif. Il n'avait pas été versé à l'individu. Donc là, ils sont venus restreindre la possibilité de verser ces dividendes-là. Donc, il faut faire attention si les gens ont des structures un peu corporatives un peu plus complexes. Si on touchait à ce qu'on appelle à des dividendes discrétionnaires, donc il y a probablement une petite réorganisation à faire ou penser à s'ajuster en fonction du nouveau texte de loi qui est malheureusement pas encore en vigueur, donc ça devient difficile de faire quoi que ce soit. Parce que c'est rétroactif, ça, cette histoire-là? Ouais? C'est pour tous les dividendes versés à partir du 20 avril. Donc 2015. Donc, on a eu un premier texte dans le budget, puis on en a eu un le 31 juillet, mais qui n'est pas venu alléger ou du moins nous aider. Là. Donc, ça, c'est un peu le type de structure dont on parlait tantôt. On a compagnie opérante. Parce que ce qu'on faisait, c'est que on a la fameuse déduction du gain en capital. Donc, n'importe quel entrepreneur qui détient des actions dans une structure, lorsqu'il va revendre ses actions, mais il a le droit à une déduction de 800 000 sur le premier gain en capital. Donc, on ne peut pas mettre la société de portefeuille par-dessus la compagnie opérante parce que si la compagnie opérante, la société de portefeuille vend les actions, mais elle va se retrouver avec un gain en capital. Puis une compagnie, ça n'a pas le droit à l'exonération. Donc, c'est pour ça que dans le temps, on avait des structures, quand on essayait de faire de quoi qui n'était pas trop complexe, on avait une compagnie sœur qui avait des actions en dividendes, puis l'individu détenait ses actions de plus-value. Mais là, présentement, ce type de structure-là, ça ne plus possible. Ça ne marchera plus. Hey! Hein? On veut votre bien et nous l'aurons. Merci Patrick Saint-Onge. Ça fait plaisir. Au revoir. Existe une ville. Bienvenue à Storybrooke. Où tous les personnages de contes
sont piégés entre deux mondes. Une méchante reine a expédié ici les personnages de